Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et à tous. Bienvenue dans les Voix d'Amana, un espace de conversation sincère et humaine autour du bien-être, de la spiritualité et du soin de soi. Bismillah. Aujourd'hui, nous recevons Mounia, qui est une diététicienne, nutritionniste, naturopathe et qui ajoute à son arc aussi la pratique de la médecine prophétique. Je crois que j'ai tout dit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma chère sœur, comment vas-tu? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va très bien, Amina. Merci beaucoup. Je vais très bien. Je suis très contente, très honorée, excitée, avec un petit peu le trac aussi. Voilà toutes les émotions du moment. Eh bien, alhamdulillah, ma sœur, tu as bien condensé tout ça. Je suis dans le même état que toi. Effectivement, très heureuse de te recevoir aujourd'hui, honorée également, et après un petit peu de trac parce que effectivement, c'est pas notre métier. D'ailleurs, soyez indulgents avec nous, Inch'Allah, mais j'ai pas de doute que le public est bienveillant. J'en suis sûre aussi. Alors, ma sœur, aujourd'hui, on va parler de toi, de ta pratique. On va parler également de ton parcours. J'aimerais que nos auditeurs auditrices puissent te découvrir à travers cet épisode. Très bien, avec grand plaisir. Donc, le thème qu'on va aborder aujourd'hui, bien sûr, il touche à ton métier, hein. C'est manger aujourd'hui entre abondance et perte de baraka. Super beau thème. J'espère que, écoute, ça va être un très bel échange entre nous, Inch'Allah, et que ça plaira à notre public. Pour commencer, Mounia, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et te représenter pour ceux qui te connaissent déjà? Bien sûr, bismillah. Alors donc moi c'est Mounia, je suis diététicienne nutritionniste et naturopathe. Effectivement, ça fait 14 ans déjà que je fais ça. Le temps passe vite, subhanallah. Ça me fait bizarre à chaque fois de dire ça. Donc voilà, professionnelle de santé avant tout, j'ai apporté la naturopathie en plus pour élargir ma prise en charge. Et depuis récemment, effectivement, je prends plaisir à accompagner aussi les patients de confession musulmane comme moi, où on va pouvoir plus facilement comprendre certaines choses, apporter de la valeur, apporter de la conscience par le biais notamment de la médecine prophétique. Donc c'est ce que je pratique en plus au service de notre communauté. Et voilà, je suis maman de deux enfants. Et voilà, je suis une femme comblée, heureuse, alhamdoulilah, et passionnée par mon travail. Alhamdulillah, ma sœur, barakallahu fiki pour ta présentation. Donc, une femme, une maman, une professionnelle sur le terrain déjà depuis 14 ans. Exactement. Mashallah, quel beau parcours, vraiment, Mashallah. Merci. Euh, Là, tu as apporté justement un, un élément très important à la fin de ta phrase. Justement, tu disais passionné par ce que tu fais. Et je pense que c'est le trait qui, euh, qui est le plus important quand on fait un métier de service. Il faut aimer les gens et être passionné par ce qu'on fait pour pouvoir le transmettre avec bienveillance, si je puis dire. Totalement, totalement. Et en Parfait. fait, quand tu as la passion, enfin moi, et je suis passionnée par les personnes passionnées. C'est-à-dire que demain, si toi, tu vas me parler, je sais pas, de mécanique et tu vas me parler avec conviction mais je vais avaler tes paroles et je vais t'écouter et je vais m'acheter une caisse à outils le lendemain. C'est un bel exemple. Tu as bien illustré la chose et effectivement, je pense que, ouais, déjà, d'une part, quand tu fais les choses avec passion, c'est ce qui fait que tu te lèves pour faire ça aussi depuis 14 ans. Et puis, d'autre part, c'est que tu arrives aussi à convaincre quelque part la personne qui est en face de toi de ce qui semblerait être bon pour elle en fonction de ce que tu peux lui apporter. Totalement. Si tu veux bien, on va rentrer dans le vif du sujet, Allons-y. puisque l'alimentation est un sujet j'ai envie de dire, depuis la nuit des temps. Mm. Mais aujourd'hui, dans cette société de consommation, cette société qui va toujours à 1000 à l'heure, on n'a pas le temps, on veut manger vite, mais on veut que ce soit sain. Finalement, il faut toujours faire un choix. Aujourd'hui, comment tu décrirais notre rapport à l'alimentation?
Bah, tu as très bien souligné, en fait, je pense, les deux axes. On vit aujourd'hui dans une époque d'abondance alimentaire. On a accès à de la nourriture tout le temps, à toute heure, à n'importe quel moment. On peut avoir accès à un plat chaud, un plat froid, une boisson, n'importe quoi, chose qu'on n'avait pas il y a plusieurs décennies de ça. Donc c'est à la fois très pratique parce qu'aujourd'hui, on consacre moins de temps à l'alimentation, à la préparation du repas. On est multitâche, notamment chez les femmes. Beaucoup, de plus en plus de femmes travaillent. On est l'exemple, toi et moi et répondent aussi à d'autres obligations comme la gestion de la famille, etc. Donc, ce qui fait qu'on a moins de temps et accès à beaucoup de nourriture. Et la deuxième chose, qui est, je pense, la conséquence de cette première chose, c'est aussi la déconnexion. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui pas le temps de manger, ou en tout cas qu'on ne prenne pas le temps, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, je me reprends moi-même quand je dis ça et quand d'autres le disent. On a tous le temps, on a tous 24 heures dans une journée, mais c'est une histoire de prendre le temps, de prioriser le temps. Et aujourd'hui, on mange dans la vitesse, on mange dans la précipitation, parfois en essayant d'optimiser notre temps, comme on dit. Ça peut être devant le PC, en répondant à des mails, en répondant à des messages, ou tout simplement juste se divertir. Mais je trouve qu'on a de plus en plus besoin de ce côté optimisation du temps. Je sais pas si toi ça te parle, mais c'est vraiment aujourd'hui ce que je constate. Et également, il y a ce problème qui est à la fois à la base, je pense, qui n'était pas, c'était pas le but, mais aujourd'hui, il y a une grande intellectualisation de l'alimentation et du coup accès à plein d'informations. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je vois de plus en plus de femmes en consultation qui arrivent en fait, coupées de leurs sensations, coupées de leurs besoins, et qui arrivent épuisées en fait, qui n'arrivent plus à revenir à leurs besoins de base. Barakallahu fiki pour cette explication, ma sœur. C'est très intéressant ce que tu disais justement sur le fait d'optimiser son temps. On veut absolument que chaque minute soit, entre guillemets, rentabilisée. Et donc, on prend plus le temps de manger, on prend plus le temps de faire à manger. Finalement, ces moments qui sont en réalité des moments de plaisir, hein, parce que le fait de manger, c'est aussi un plaisir, bien qu'avant tout, ce soit pour pouvoir recharger notre corps. Mm, mm. Euh, Ces moments, finalement, ils n'ont plus lieu d'être. C'est des moments euh, qui n'existent plus. On leur donne plus leur temps plein. Et finalement, ce qu'on met dans notre corps reflète un peu ces moments-là. Tu parlais tout à l'heure d'abondance alimentaire, le fait qu'on ait accès à l'alimentation 24 heures sur 24. Et pour autant, on parle de plus en plus d'alimentation vide ou le fait de manger des aliments vides et qui nourrissent peu. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui ne le savent pas? Et également, est-ce que c'est pas le début justement des problèmes? C'est le début de la fin. Euh, ouais, effectivement, on parle d'aliments vides, on parle notamment même en diététique de ce qu'on appelle les calories vides, c'est-à-dire que c'est des aliments qu'on appelle les aliments transformés ou ultra transformés. Donc, c'est des aliments qui ont subi une dégradation par des process de transformation pour obtenir quelque chose. Après, on consomme tous des aliments transformés. Je vais prendre l'exemple des pâtes. À la base, c'est de la farine de blé qui a été séchée, qui a été mise en forme pour pouvoir être cuite facilement par les hommes et être utilisée pour être mangée. Donc ça, on va dire que c'est une transformation qui est finalement nécessaire pour être consommée. Et après, on a l'ultra transformation où là, ça va être des ajouts notamment d'additifs comme le sel, le sucre et les conservateurs pour rendre un aliment facile à manger. Je pense à des biscuits, à des gâteaux qui vont être conditionnés, souvent en plus par paquet de 4-5 pour qu'on puisse en manger une certaine quantité. Et, euh, et du coup, cette ultra transformation va faire que l'aliment va s'appauvrir en nutriments parce qu'il y a moins de produits bruts et plus d'aliments ajoutés. Donc, ce qui fait qu'en général, la conséquence, c'est que ça va caler sur le coup, ça va combler un besoin, que ce soit une envie ou une sensation de faim, mais en général, c'est des aliments qui vont être digérés très vite et en plus apporter toute une cascade de problématiques. Et ce qui va favoriser, bah, du coup, dans les problématiques, des problèmes de fatigue, des fringales et à moyen et long terme, des maladies métaboliques. Ouais, effectivement. On le disait, c'est peut-être le début de la fin.
ça. pour imaginer ça avec un petit peu d'humour. Mais c'était très bien expliqué, très clair. Je pense qu'il faut avoir conscience de ces choses-là, comprendre la notion d'aliments transformés et d'aliments ultra transformés. Merci d'avoir souligné ça, ma sœur. C'est très important. Je t'en prie. Euh, je pense que, et tout à l'heure on le disait, cette manière d'optimiser son temps tout le temps et finalement de manger sans être là, est-ce que tu penses qu'il y a une forme de perte de conscience dans la façon de manger, justement? Ouais, je pense que la perte de conscience est profondément présente aujourd'hui et chez nous tous, hein, chez nous tous. Plusieurs choses. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a ce côté d'optimisation du temps et, euh, et le fait d'être mentalement en fait ailleurs, du coup, quand on est dans ce moment notamment du repas, pour plein de choses. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on consacre moins de temps au repas. Auparavant, on pouvait passer plusieurs heures de préparation. Aujourd'hui, je pense que dans une semaine lambda, si je te dis toi, Amina, est-ce que tu prendrais 3 heures en pleine semaine pour préparer un repas? Je pense que c'est compliqué de l'intégrer dans le timing. Et du coup, ce qui fait que bah, on va au rapide. Et ça, à l'ère de l'industrie des années 80-90, ils l'ont bien compris. C'est-à-dire que la femme a commencé à travailler. Donc en fait, elle rentrait parfois tard, comme monsieur. Et du coup, il fallait bien que le repas soit prêt. Et sont arrivés bah, tous ces plats déjà prêts, prêts à consommer ou en tout cas très rapidement à préparer. Je pense à tout ce qui est purée déshydratée, sans parler des plats préparés en soi, mais voilà, la purée déshydratée, les pâtes aujourd'hui qui cuisent en 2-3 minutes. C'est toutes sortes d'aliments qui font qu'aujourd'hui, bah, on n'a plus cette conscience et en plus, donc moins de temps de préparation, moins de temps pendant le repas et moins de conscience. Aujourd'hui, je le vois moi de plus en plus en consultation, notamment chez les ados, quand je leur demande comment ça se passe à table. Chacun est de son côté. Il y a de moins en moins de cette place, cette safe place hyper importante, je trouve, du repas en famille, en fait. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes où voilà, chacun mange de son côté, parce que des fois mon père rentre tard, parce que ma mère elle a pas faim, elle est occupée, parce que mon frère est en train d'étudier, et ça rend plus ce moment bah, important, sacré, et la conscience ne peut pas être présente. On a aussi un autre appareil qui est présent aujourd'hui, qui n'était pas présent avant, c'est le téléphone. Donc en fait, quand on mange et qu'on répond en même temps aux sollicitations, aux notifications, même si on n'y répond pas, en fait, on est moins dedans. On est moins en conscience sur notre repas, on est moins en conscience à échanger. Et la télé aussi, qui, je trouve, est un fléau au moment du repas qui ne devrait pas être présente. Le repas, c'est un moment d'échange et de conscience. Et en fait, avec tous ces éléments-là, aujourd'hui, cette conscience, en fait, est amenée à se perdre, malheureusement. Exactement. Et je pense que dans tout ce que tu as dit, on se reconnaîtra, je pense, beaucoup. Peut-être. Euh, il y a tous ces facteurs extérieurs qui se sont ajoutés, toute cette, entre guillemets, facilité qu'on nous a mis sur la table et qui nous a créé pas mal justement de difficultés qu'on essaye de dépatouiller aujourd'hui. Tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de distractions autour du repas. Les repas se font de plus en plus de façon solitaire, même dans une même famille et parfois même à la même table. Tout à Euh, donc, est-ce que tu pourrais nous dire concrètement qu'est-ce que aujourd'hui manger en toute conscience? Alors, manger en toute confiance, déjà, moi j'aime bien dédramatiser la chose et la rendre imparfaite. C'est pas manger parfaitement. C'est pas être parfait. C'est pas manger healthy. Parce que vouloir être obsédé par le côté healthy, ça, c'est ce qu'on appelle l'orthorexie. C'est une pathologie. C'est l'obsession du bien manger. Là, c'est de revenir en fait tout simplement, entre guillemets tout simplement, parce qu'en fait, je dis ça exprès, c'est parce que c'est quelque chose à la base qui est inné chez nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est cette conscience et cette présence sur la manière de manger. Et j'aime toujours donner l'exemple des enfants. Quand on observe ces enfants, on le voit très bien. Il y a des moments où les enfants vont manger des sacrés plâtrés. On va les regarder, on va se dire, mais où est-ce que tu vas mettre tout ça? Et au contraire, il y a des moments où les enfants vont rien manger. Et nous, des fois, en tant que parents, on a tendance un petit peu à dire, ben non, mais t'as pas faim, mais non, il faut que tu manges, tu vas avoir faim après. Alors qu'en fait, non, un enfant est encore dans son état d'innocence et n'a pas ce que nous, on a aujourd'hui, c'est l'intellectualisation de l'alimentation. Donc en fait, un enfant, quand il a faim, il mange, quand il a pas faim, il mange pas. Et l'idée, c'est de revenir à ça, à plus de présence.
prendre le temps en fait d'observer sa faim. Quand j'arrive à table, est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai pas faim? Comment je me sens aussi? D'un point de vue émotionnel, c'est ce que je dis, il n'y a rien de pire que de manger un repas dans un contexte de colère ou de stress. Les discussions à table, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça avant, elles doivent être légères, elles doivent être bienveillantes. On règle pas ses comptes à table. On le fait après. Mais à table, c'est vraiment du léger, c'est de la bienveillance, on se raconte sa journée et c'est ce qui va permettre d'abord de la conscience. On prend le temps de manger, on prend le temps du coup de ressentir sa satiété. Et ça, c'est très important. Encore une fois, dans l'ère où on va toujours plus vite. Et d'un point de vue spirituel, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de faire tout ça en fait. Avant de manger, qu'est-ce qu'on fait? On dit la basmala, on dit bismillah. Donc rien que ça, en fait, c'est un mot qu'on prononce de manière instinctive aujourd'hui sans réfléchir, mais c'est juste de revenir à ça et de se dire, bah oui, en fait, on se pose, on respire, on dit bismillah, on envoie de la baraka sur notre plat, sur notre repas. Euh, d'un point de vue religieux, il y a des du'as aussi qu'on peut dire à la fin du repas, où on remercie Allah. Et donc tout ça, c'est des choses en fait que finalement la religion nous apporte et qu'on peut remettre aujourd'hui à l'ordre du jour et c'est ce qui va nous permettre de prendre beaucoup plus de conscience. On a des hadiths aujourd'hui sur l'alimentation, le fameux un tiers, un tiers, un tiers Mm. sur le fait de garder un tiers pour l'alimentation, un tiers pour l'eau et un tiers pour l'air, nous permet en fait de comprendre qu'on n'est pas censé arriver à satiété en fait au repas. On est censé laisser toujours un tiers de vide. Et tout ça en fait, c'est des choses qu'Allah nous permet et d'avoir justement ces fameux états de conscience. Subhanallah, ma sœur. Barakallahu fiki, c'était très clair, très très clair. Tu nous as amené là une vision ouais, limpide de ce que manger en conscience, vraiment, de par justement le fait de commencer par remercier Allah et de manger en son nom, en comprenant que ce qu'on a sur la table déjà, c'est de sa part, par sa force et par sa toute-puissance. Exactement. Euh, Ensuite, tu as parlé de conversations légères à table, euh, de ne jamais arriver stressé ou en colère. Tu nous as parlé après justement du hadith de notre prophète alayhi salatu wassalam, avec les trois tiers. Et pour finir, les doigts qu'on peut dire à la fin du repas pour remercier Allah de risque qu'il a mis sur notre table. Là, tu nous as donné des premiers ajustements simples, je pense, à mettre en place pour commencer ou recommencer à manger en conscience. Et puis, tu as fini justement par parler de baraka. Je voudrais te demander comment intégrer aujourd'hui la notion de baraka dans notre alimentation. Alors, cette baraka, en fait, elle ne va pas se limiter uniquement à l'alimentation en elle-même ou à la quantité ou autre. Ça va être déjà dans le début, en fait, du process alimentaire. C'est déjà de poser son intention. Comme je le disais, le fait la basmala nous permet justement de poser cette intention, de remercier Allah, de mettre de la baraka et de consommer justement notre nourriture. La baraka, on peut l'avoir aussi dans la qualité de ce qu'on mange en fait. Aujourd'hui, il faut prendre conscience parce que j'entends beaucoup en fait de personnes un petit peu ne pas penser que ce genre de choses est importante alors qu'aujourd'hui elle l'est tellement. Il y a la vague des écolos qui en parle beaucoup, mais en fait, dans notre religion, c'est exactement ça, c'est de manger ce qui est bon, en fait. Donc, manger ce qui est bon, c'est quoi? C'est de respecter ne serait-ce que la saisonnalité des fruits et des légumes. Allah, il nous met à disposition des fruits et des légumes à des moments bien précis, et c'est pas un hasard, parce qu'on a des besoins en vitamines, en micronutriments à chaque saison. L'hiver, on est plus à même à attraper tout ce qui est infection, etc. On a une profusion d'agrumes et c'est un des fruits les plus riches en vitamine C. On a aussi beaucoup de kiwis. Et en fait, ça, c'est des fruits qui vont apporter une bonne immunité et permettre de soutenir en fait cet état immunitaire pour éviter de choper toutes les petites infections. Également l'été, on a des aliments très riches en eau. On a la pastèque, on a le concombre, on a le melon, etc. Parce que l'été, on a besoin d'hydratation par rapport aux chaleurs. Et donc, en fait, c'est de revenir justement à ce qui est bon pour nous, ce qui est licite en général, on le fait tous. Mais ce qui est bon, c'est toujours plus difficile parce que justement, il faut avoir cet état de conscience de justement la saisonnalité, la provenance de ce qu'on mange et également la composition. Un aliment qui a une composition avec une liste à rallonge, avec des ingrédients qui sont nocifs aujourd'hui ou controversés, on peut pas se dire qu'on aura une baraka en fait dans ce repas.
Et ça, quand je dis ça, c'est pas encore une fois de l'idée d'être dans la perfection et de faire ça à 100%. On est tous des êtres humains. Il y a des fois où on va être amené à être invité à sortir ou tout simplement avoir envie de choses un peu plus transformées. Ça, c'est OK. Mais c'est vraiment de se dire, c'est du quotidien aujourd'hui. Et de la simplicité aussi, parce qu'à l'ère, justement, on n'a pas le temps. On peut très bien manger bon, avoir de la baraka avec des repas très simples. On a également l'équilibre des un tiers, un tiers, un tiers dont je parlais tout à l'heure. Et encore une fois, bah, cette fameuse gratitude. Et pour moi, ça, c'est les piliers pour avoir justement la baraka dans notre repas et dans notre alimentation. Très très intéressant ça. Parce que je pense que cette notion de baraka, on l'oublie particulièrement dans l'alimentation et qu'il faudrait justement la remettre à sa juste place. Tout à Alhamdulillah. Tu fait. parlais tout à l'heure d'une pathologie dont j'ai pas retenu le nom, j'avoue, euh, et qui touchait justement au fait de trop bien manger, d'après ce que Oui, j'ai compris. Euh, l'orthorexie. L'orthorexie, voilà. Euh, Justement, tu parlais tout à l'heure du fait d'essayer de bien faire les choses sans quelque part se culpabiliser, parce que à un moment X, on a envie de manger un gâteau transformé, ou on est invité, ou on va au restaurant, etc. Donc, on peut pas toujours avoir la main mise sur la préparation, en tout cas. Mais il s'agit de trouver un équilibre, je pense, justement dans le fait de choisir ce qu'Allah a mis à notre disposition, tu le disais tout à l'heure, en fonction de la saisonnalité, en fonction de nos besoins aussi par rapport aux différentes saisons. Comment on fait pour trouver un équilibre sans tomber dans de la restriction ou justement de la culpabilité? Alors en fait, là, c'est de sortir d'un schéma qu'on a beaucoup également, c'est le tout ou rien. C'est-à-dire, soit je fais tout à fond et je suis parfait, et du coup, qui dit parfait dit restriction. Donc demain, je suis invitée, je vais pas toucher à ce que j'ai, je vais être frustrée, je vais pas être bien. Ou rien, parce que du coup, j'y arrive pas, et du coup, je lâche tout, et le fameux foutu pour foutu. Et ce qui va amener après à de la culpabilité. Et en fait, c'est vraiment aujourd'hui le grand problème dans l'alimentation, et notamment l'alimentation émotionnelle, c'est cette culpabilité autour de vouloir absolument bien faire. Donc c'est juste de revenir avec plus de rahma en fait envers soi-même. Mhm, On arrive à l'avoir pour les autres, subhanallah, mais c'est toujours plus difficile de l'avoir pour nous-mêmes. Donc c'est essayer de prendre un peu de hauteur sur nous-mêmes. C'est ce que je dis souvent aux patientes, c'est de prendre un peu de hauteur et de se dire qu'est-ce qu'on dirait à la moi d'aujourd'hui, ou qu'est-ce que tu dirais si en face tu aurais une personne que tu aimes très fort. Et c'est tout de suite plus facile d'avoir de la douceur, de la douceur. Et c'est ce qui permet en fait justement pour moi cet équilibre, c'est d'être dans le fameux juste milieu. Et notre religion est une religion du juste milieu. Et on a tout dedans finalement. Subhanallah. absolument, absolument, ma sœur. Subhanallah, tout est dans notre religion. En réalité, Allah nous a tout prescrit. Il suffirait juste que qu'on s'y réfère. Maintenant, effectivement, il y a tous les tenants et les aboutissants de cette vie occidentale et de cette ouverture sur le monde. Aujourd'hui, on vit avec des voisins uruguayens, du Groenland, tellement Mhm. justement le Internet a rapproché les gens. Et c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que dans tout ça, il faut savoir faire une pause pour, comme tu disais, porter un regard avec un peu plus de hauteur sur ce qu'on fait et les faire avec plus de conscience. Le fait de tourner un peu autour de la restriction et de la culpabilité, tu le disais, c'est qu'on se trouve à faire trop ou à la fin rien du tout. Et c'est ça qu'on cherche à éviter aujourd'hui. Maintenant, je voudrais te poser une question un peu plus large autour des tendances alimentaires aujourd'hui. C'est vrai que il y a eu cette vague, comme tu le dis, dans les années 90, de faciliter la femme qui travaillait avec les plats préparés, etc. Aujourd'hui, on a un retour, en tout cas, c'est ce qu'on voit sur les réseaux, vers les produits naturels. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une prescription aussi sur les réseaux, sur ce qu'il faut manger, ce qu'il faut pas manger, ce qui est bon, ce qui est pas bon. Et finalement, on a quelque part des tendances à suivre. Qu'est-ce que tu penses de ça et qu'est-ce qu'il faut en prendre et plutôt en laisser? Bah, déjà, à partir du moment où une chose est une tendance, je pense qu'il faut prendre du recul parce qu'à la base, l'alimentation, c'est quelque chose de simple, c'est quelque chose qui est inné.
Quand on est arrivé sur cette terre, on ne savait pas ce qu'il fallait manger, ce qu'il fallait pas manger. On a pris ce qu'on avait et on s'est écouté, on a eu notre intuition qui nous a aidés. Aujourd'hui, le problème, c'est que ce truc-là est cassé et les tendances ne font que de fleurir parce que c'est ce qui fonctionne, c'est les fameux hooks sur Instagram et les personnes, en fait, je pense, sont de plus en plus sur la méthode miracle, en fait. Et je pense que plus la méthode est farfelue, plus elle a un nom exotique ou c'est une tradition ancestrale de 2000 ans, plus elle va plaire. Et ouais, aujourd'hui, moi, j'invite vraiment, c'est à prendre du recul, à voir si ces tendances nous parlent et puis à faire un petit peu de recherche. Je pense notamment à un grand régime à la mode qui est le régime keto ou le régime cétogène. À la base, ça, c'est un régime thérapeutique qui est utilisé à la base pour des fins cliniques. Moi, je l'utilisais pendant mes séjours hospitaliers pour des enfants qui étaient atteints d'épilepsie sévère. Et c'est pas du tout dans un but de perdre du poids ou autre. Et aujourd'hui, le problème, c'est de détourner des choses comme ça et sans prendre en compte les risques parce qu'aujourd'hui, on veut la baguette magique, on veut le truc miracle, on veut les fameux avant-après extrêmes et ces fameuses promesses aussi sur des laps de temps. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à m'horripiler, c'est quand je vois les fameux challenges sans sucre en 90 jours et un nombre de kilos à perdre. En fait, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre avec beaucoup de recul. Quand il y a des notions de timing, de quantité, des notions de suppression d'aliments, c'est jamais bon en fait. Encore une fois, c'est de l'extrême. Et nous, en fait, on nous demande d'être encore une fois dans le juste milieu. Donc c'est de revenir à notre constitution de base, à notre alimentation de base et à la simplicité dans laquelle on peut manger par rapport à ce qu'on a autour de nous. Une alimentation saine, elle devrait pas être une source d'anxiété. Et aujourd'hui, c'est malheureusement ce qu'elle est de plus en plus. Certes, le corps est complexe, mais en prenant juste un petit peu de recul et en observant, en fait, ne serait-ce qu'un plat au restaurant. Les plats au restaurant, c'est des plats tout à fait équilibrés. Il y a une viande, il y a ou du poisson, il y a des légumes, il y a des féculents. Donc, en fait, c'est de revenir à des basiques, en fait. Et sans chercher le truc exotique ou à la mode, quoi. Bah, c'est un peu ça. C'est c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Et tu le dis bien, revenir à des choses simples pour finalement je pense avoir les meilleurs nutriments et c'est ce qu'on recherche dans l'alimentation. Mais alors avec toutes ces tendances justement qui sont suivies, et ça c'est le mot à la mode depuis bien des années maintenant, est-ce que tu penses pas que justement les gens ont besoin d'être guidés? Et est-ce que c'est peut-être pas pour ça qu'ils suivent toutes ces tendances, parce qu'il y a un manque d'éducation autour de l'alimentation? Oui, ça, je te rejoins totalement. Enfin, c'est quelque chose pour lequel je pourrais militer tout le temps. C'est, en fait, ça devrait être appris à l'école. L'alimentation fait partie des fondamentaux qu'on devrait tous apprendre, effectivement. Ça, je suis d'accord. Très bien. Eh ben, écoute, tu fais bien de le dire parce que je voulais que ce soit ta réponse par une professionnelle, qui plus est une sœur musulmane, qu'on puisse justement écouter tes conseils parce que aujourd'hui tu as les clés, c'est ta profession, tu sais de quoi tu parles. Moi, je connais mes goûts, tu vois, pour me prendre à titre d'exemple. Je connais mes goûts, je sais très bien ce qui ne me va pas et je sais au contraire ce qui me fait du bien, mais tu l'as dit, parfois j'ai besoin d'aller toucher un peu ce qui me va pas parce que je suis à telle période du mois ou encore il y a quelque chose qui me stresse ou quelque chose qui me taraude ou même juste j'ai eu une bonne nouvelle, je suis super contente, j'ai envie de prendre un petit bonbon ou voilà. Euh, mais en revenant de tout ça, je pense que vraiment à la base, on n'a pas eu cette éducation alimentaire. Et ajouté à ça, on a eu en plus cette alimentation culturelle qui est très riche et avec laquelle parfois justement on a du mal à trouver le juste milieu. Tu vois, typiquement dans ma culture, on utilise beaucoup dans les sauces de l'huile de palme. Alors je dis pas que Hmm, c'est pas bon, je pense que tout est une question d'équilibre, mais je voulais te totalement. poser la question justement. euh, Comment faire entendre à ces enfants que nous sommes, hein, des années 80, qui ont été élevés avec la richesse culturelle qui est la nôtre, euh, de chercher à optimiser cet équilibre et de revenir à un juste milieu.
Pour moi, faut le juste milieu, on peut l'atteindre de ce côté-là déjà en étant attaché à ses racines parce que on est toutes les deux des femmes racisées, toi et moi, et on a un bagage culturel et la culture passe très souvent également par l'alimentation. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder parce que c'est une fierté, c'est notre histoire. Euh, alors, moi, je suis pas de la team de changer les plats traditionnels parce que je trouve que c'est les recettes ancestrales et qu'il faut les respecter et les garder. Après, ce qu'on peut faire, c'est des ajustements, c'est-à-dire que euh, ça peut être d'apporter une portion de légumes à côté pour un plat où il y a eu un petit peu plus de friture ou des huiles un petit peu moins intéressantes pour l'organisme. Ça va être vraiment de jouer, voilà, sur le côté à côté, sur le côté boisson, etc. Mais quand on revient aux plats ancestraux, ils sont plutôt bien en fait. Que ce soit l'alimentation méditerranéenne, l'alimentation africaine, etc. Enfin, ça reste des plats en fait qui sont aujourd'hui conseillés, hein. C'est Mhm. le régime numéro un. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de régime, mais si on veut parler d'un régime à tendance qui resterait pour le coup et qui est très bien documenté dans la littérature scientifique, c'est le régime méditerranéen. Donc aujourd'hui, en fait, c'est juste de respecter ces traditions ancestrales et en général, c'est pas ça ce qui est problématique, ça va être vraiment tout ce qu'il y a autour. Donc restons à nos plats traditionnels et toujours avec de la conscience, avec du choukr à la fin, avec de la reconnaissance, de la gratitude et, euh, et voyons plutôt ce qui est à côté. En général, c'est ce qui est à côté, ce qui peut être ajusté. Barakallahu fik, ma sœur. C'est Bon, très intéressant ce que tu dis. Et ça nous ramène encore à la notion dont on parlait tout à l'heure, que on a déjà ce qu'il nous faut. mm, Il faut peut-être, comme tu le dis, faire des petits ajustements, mais que la base, elle est là. totalement. Et ça, c'est déjà très bien. Maintenant, on en parlait toutes les deux, et là, je veux le dire au micro. Le projet Amana, c'est un projet justement que j'ai co-créé avec mon mari pour pouvoir déjà apporter des réponses à notre communauté sur des services qui nous semblent essentiels, mais aussi pour pouvoir proposer à nos enfants qui sont à la génération prochaine des bases solides et des bases saines. Et donc, quand on parle de base, je pense moi aussi directement à l'alimentation. Mm. Aussi, je voudrais que tu puisses donner quelques conseils aux mamans que nous sommes, qui sont la plupart du temps débordées, euh, des bases saines Mhm. à donner à nos enfants. Des basses scènes, alors en fait, c'est de revenir à la base, c'est-à-dire, en fait, avant de penser au repas, c'est la préparation du repas. Et avant de penser à la préparation du repas, c'est aller faire ses courses. Et donc, alors pareil, en fonction du timing, en fonction du planning, etc. Mais ça peut être de temps en temps d'aller au marché et d'emmener ses enfants au marché, leur faire toucher les légumes, regarder les légumes, même choisir leurs légumes. Allez, ce midi, on va cuisiner un plat, tu choisis les légumes que tu veux parmi les légumes qu'il y a de saison ici sur l'étal. Et en fait, les enfants vont le faire avec beaucoup de conscience, ils vont être super contents et ils vont vouloir goûter. Parfois, les enfants peuvent avoir du mal avec des légumes, mais que je vous garantis que si vous faites ce travail-là en amont, ils vont être super contents de le tester et de le goûter. Donc ça passe par déjà faire ses courses dans un marché. On évite du mieux qu'on peut les grandes surfaces où il y a trop de stimulation, trop de choses, trop d'abondance justement. On va retrouver des légumes et des fruits qui seront pas de saison et de cuisiner. Prendre le temps de cuisiner. Alors encore une fois, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile de prendre beaucoup de temps, mais ne serait-ce que de repartir à des bases simples. On va acheter des légumes au marché, on les coupe grossièrement, on met de l'huile d'olive, on met des épices et on met ça au four à rôtir. Et après ça, on pourra les sortir pour plein de plats. On cuisine une grande quantité de riz et pareil, après, on pourra la réutiliser dans plein de choses. Donc c'est voilà, trouver du simple, revenir aux choses de base et prendre le temps pendant les repas, mettre de l'importance à ces repas. On met nos téléphones de côté, la télé elle est coupée et on passe un moment en famille, c'est hyper important. Alhamdulillah. Voilà, ça serait là les basiques que je vois. Alors après, il y en aurait d'autres, bien dormir, boire suffisamment, etc. Mais voilà, si je veux vraiment synthétiser, aller sur la base, ça serait vraiment ces ajustements-là qu'on pourrait faire. Très bien. Donc, faire participer les enfants et leur donner de la place aussi, du temps, pour qu'ils puissent aussi s'inscrire après dans des habitudes ou oui, avoir des bonnes bases
vis-à-vis de l'alimentation. Très bien. Écoute, c'est un bon conseil. Je vais le prendre aussi pour moi parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. On pense à amener nos enfants à la ferme, etc. Mais juste le marché qui est en bas de Le la maison, marché. quoi. Tout Ouais, c'est une simplement. sortie toute simple, exactement, qui est souvent pas très loin de chez nous et ouais, qui a un réel impact éducatif pour les enfants. Alhamdulillah. Super. Est-ce que je peux te laisser la parole pour un dernier mot, ma sœur, parce on va arriver sur la fin de notre échange. Qu'est-ce que tu voudrais dire à nos sœurs qui nous écoutent? Euh, je voudrais leur dire déjà de- d'être douce envers elles-mêmes, de pas chercher la perfection. Et il y a pour certains un travail à faire d'information, effectivement, mais c'est justement juste d'avoir de la douceur envers soi-même, de réapprendre à revenir aux fondamentaux, s'écouter, manger brut au maximum, passer un temps en famille et de se dire que l'alimentation doit être une source de plaisir avant tout. Je prends souvent l'exemple parce qu'on a tendance à diaboliser l'alimentation émotionnelle, mais j'aime bien aussi moi remettre du contexte et du positif là-dedans. Un enfant, par nature, un bébé, quand il naît, il va téter le sein de sa mère pour boire, mais pour les femmes qui ont allaité leurs enfants, on l'a toutes connu, il y a des fois où les enfants ont juste besoin en fait d'un réconfort auprès du sein de la maman et pas de boire. Et donc ça, on est en fait des êtres qui ont de façon innée une alimentation qui est émotionnelle. Donc c'est aussi de remettre un petit peu de voilà de douceur à ça et de pas diaboliser tous ces schémas. Cette alimentation émotionnelle qui à la base est quelque chose d'inné et d'avoir de la rahma envers nous, de l'information. Ça serait voilà les trois idées et axes qui à mon avis seraient utiles. Barakallahu fiki, ma sœur, Donc, euh, là. pour pour ces conseils. Merci de nous avoir éclairés, d'avoir partagé ta science avec nous. J'ai envie de dire à toutes les femmes et à toutes les mamans euh, qui ont besoin justement de conseils pour revenir à une alimentation variée, à quelque chose d'équilibré. Et là, je parle pas simplement de régime, mais juste la notion d'équilibre elle-même, de prendre rendez-vous avec notre sœur Mounia via la plateforme, que vous puissiez aussi l'encourager sur ces différents réseaux. Euh, on mettra dans la description son compte Instagram, le lien vers son site, euh, qu'on commence aussi à aller voir euh, les frères et sœurs qui ont cette science, qui ont le talent et qui nous comprennent aussi sur le volet spirituel et religieux et qu'on puisse avoir justement à travers eux une transmission et un accompagnement 360. Puissions-nous faire grandir notre communauté, mettre à profit aussi les connaissances des uns et des autres, bénéficier de leur expertise et vraiment rechercher à faire grandir la Oumma. Amin. Qu'on puisse, ma sœur, à travers ce projet Amana, apporter du khair à notre communauté. Et dans ce podcast, comme j'aime à le dire, si on a dit de bonnes choses, tout ça vient de la grâce d'Allah. Si on s'est trompé, qu'il nous pardonne. Euh, Si cet épisode a pu apaiser quelqu'un ou lui donner envie de refaire des efforts pour prendre soin de cet amana qu'Allah nous a confié, eh bien, tout le mérite lui revient grandement. Merci de nous avoir écoutés et d'avoir partagé avec nous cet épisode des Voix d'Amana. Je le redis, c'est notre sœur Mounia. Diététicienne nutritionniste, naturopathe et en cours de formation en médecine prophétique. Barakallahu. Merci. Prenez soin de vos cœurs, de vos corps et de vos âmes avec équilibre, douceur et intention. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.